Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait du jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, une pièce publiée en 1730 qui met en scène deux couples, Dorante et Sylvia, Lisette et Arlequin, qui échangent leur place pour s'espionner les uns les autres afin de vérifier qui ils sont véritablement avant d'accepter de se marier les uns aux autres. Initiateur du marivaudage, le dramaturge met en scène, semble-t-il, toujours la même pièce, ainsi qu'il le dit lui-même, la surprise de l'amour, chacune de ces pièces obéissant aux trois actes que sont la naissance de l'amour, la reconnaissance de cet amour et enfin l'aveu de cet amour. Nous sommes ici à l'acte 3, scène 8, donc dans la partie aveu de l'amour. Dorante a fait tomber son masque d'arlequin. Il se présente comme l'aristocrate qu'il est réellement auprès de la femme qu'il croit être Lisette, la suivante de Sylvia, mais cette dernière n'a pas encore révélé qui elle était réellement. Ce dispositif de masque tombé chez Dorante, toujours en place chez Sylvia, va alors permettre à cette dernière de développer une rhétorique visant à s'assurer de l'amour de Dorante. Je passe ainsi à la lecture. Lisette, peux-tu douter encore que je ne t'adore ? Non. Et vous me le répétez si souvent que je vous crois. Mais pourquoi m'en persuadez-vous ? Que voulez-vous que je fasse de cette pensée-là, monsieur ? Je vais vous parler à cœur ouvert. Vous m'aimez, mais votre amour n'est pas une chose bien sérieuse pour vous. Que de ressources n'avez-vous pas pour vous en défaire ? La distance qu'il y a de vous à moi, ni l'objet que vous allez trouver sur votre chemin, l'envie qu'on aura de vous rendre sensible, les amusements d'un homme de votre condition, tout va vous ôter cet amour dont vous m'entretenez impitoyablement. On le voit, la stratégie adoptée par Sylvia pour s'assurer de la réalité de l'amour de Dorante, pour elle, va être de développer les obstacles à l'amour et donc ce qui va la pousser à lui demander de ne pas l'aimer. Nous pouvons donc nous poser la question suivante, à quoi sert d'argumenter contre l'amour ? Pour traiter cette question, je découperai mon texte en 3 mouvements. Un premier de la ligne 1 à 8 dans lequel se dessine le risque d'un amour éphémère, puis de la ligne 8 à 15 dans lequel Sylvia va mettre en scène les conséquences pour la femme abandonnée, et enfin, Dorante renouvellera sa déclaration de la ligne 16 à 19. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre sur une apostrophe exclamative qui indique que Dorante n'est pas au courant du déguisement de Sylvia. Il s'adresse à elle comme à Lisette, la servante. Sa déclaration d'amour se fait sur le mode interrogatif, comme une interrogation rhétorique le mettant en valeur. Le niveau de langage est particulièrement soutenu, comme le montre l'usage du ne explétif, caractérisant le rang aristocratique de Dorante. Enfin, le verbe adorer, qui relève du champ lexical du religieux, met en scène l'intensité extrême de l'amour qu'il lui porte. La réponse de Sylvia est nette et péremptoire, non, mais sa justification n'équivaut pas à un aveu personnel de l'amour. Ce dont elle ne doute pas, c'est qu'il l'adore parce qu'il le lui répète. Mais la répétition n'est en rien gage de réalité, le verbe répéter pouvant aussi être compris dans le sens théâtral du terme. Elle file alors le champ lexical religieux avec le choix du verbe croire, qui induit une connaissance dont on doute, justement. Ce doute qu'elle soulève va s'exprimer dans la suite de son discours, introduit par la double question rhétorique « Pourquoi m'en persuadez-vous ?» qui révèle l'aspect argumentatif du discours amoureux et son rôle de manipulation des sentiments par la persuasion. Il s'agit là non pas d'un sentiment, mais bien d'une pensée, telle qu'elle le dit à la ligne 3. L'opposition de la deuxième personne utilisée par Dorante au « monsieur » utilisé par Sylvia modélise la distance émotionnelle entre les deux personnages, aussi bien que la distance sociale induite par le déguisement. Sylvia développe alors une argumentation à cœur ouvert qui fonctionne comme une mise en abîme pour le spectateur, puisque précisément ce n'est pas à cœur ouvert qu'elle parle, mais à cœur déguisé. Elle insiste sur le caractère éphémère de cet amour par le biais de la conjonction adversative, mais et par l'usage des négations totales, n'est pas une chose bien sérieuse, n'avez-vous pas pour vous en défaire. Le problème n'est pas tellement le sentiment que le sentiment de Dorante spécifiquement, comme le montre l'omniprésence de la deuxième personne du pluriel, votre amour pour vous en défaire. Les ressources dont elle parle, qui permettraient d'échapper aux obligations amoureuses, vont être développées dans une longue énumération qui suit, la distance, les 1000 objets, l'envie, les amusements, synthétisés par le pronom totalisant tout.
Il est intéressant, là encore, de constater ce jeu de dupes qui se poursuit. Non seulement elle ne parle pas à cœur ouvert, mais la distance qu'il y a entre les deux personnages est purement factice. Elle est le résultat du déguisement de Sylvia que Dorante ignore. Par ailleurs, dans la liste de ces ressources, on peut noter qu'il s'agira autant d'actions extérieures sur le couple, l'envie qu'on aura de vous rendre sensible. À travers ce « on » impersonnel se dessine la figure de la femme qui viendrait s'interposer volontairement entre deux, mais aussi la responsabilité de Dorante à travers les amusements d'un homme de votre condition, dont la généralisation permet d'opérer un jugement global accusant des rapports de classe déséquilibrés. L'usage du futur, aura, va vous ôter, rirez, montre l'aspect de certitude dans le discours de Sylvia, de même que le passage du possessif « votre amour » au démonstratif « cet amour » qui semble le noyer dans l'impersonnalité du sentiment commun. La proposition subordonnée relative, dont vous m'entretenez impitoyablement, insiste ainsi sur l'effet de subordination qu'implique le sentiment et l'indistinction du référentiel du pronom « en » dont vous en rirez peut-être, pouvant aussi bien référer au discours qu'elle tient qu'à l'amour en lui-même, montre bien l'ambivalence et le caractère éphémère du sentiment qu'elle dénonce. Je passe ainsi à la deuxième partie, qui s'ouvre à nouveau par l'adversatif, mais introduisant une rupture forte entre le sentiment de Dorante, éphémère, et le sentiment de Sylvia ou Lisette, ainsi bafoué. On retrouve là encore l'appellatif « monsieur » qui induit une distance, ainsi que le recours au futur, aurais-je, ou du futur antérieur, m'aura fait, comme marqueur de certitude. On retrouve de même le pronom « en » qui réfère cette fois-ci explicitement à cet amour de la ligne 7, personnifié par le pronom « il » à la ligne 9. Se dessine ainsi à travers le système hypothétique les conséquences pour Sylvia ou Lisette lorsqu'elles auront été abandonnées, conséquences présentées sous la forme d'interrogation rhétorique. Les amusements très généraux de la ligne 7 sont ainsi opposés à des conséquences très réelles, individuelles, à travers le pronom « je » de la ligne 10, ces amusements masculins se traduisant du côté de la femme comme votre perte, votre place. L'amour deviendrait ainsi une impression au sens propre, c'est-à-dire une empreinte indélébile, la trace d'un passage aussi bien que le marqueur d'une absence. Le système interrogatif et hypothétique se poursuit, mais c'est cette fois-ci au conditionnel qu'elle l'emploie, de manière à sous-entendre dans son argumentation les sentiments réels qu'elle nourrit à son égard. Si je vous aimais. Argumenter contre l'amour permet ainsi, à demi-mot, d'avouer les sentiments. La tirade aboutit ainsi à un paradoxe où Sylvia demande à Dorante de lui cacher son amour, cela faisant écho à son accusation à la ligne 2, vous me le répétez, sous-entendant ainsi que l'amour n'est pas seulement un sentiment mais bel et bien une parole amoureuse qu'il s'agirait de cacher si elle n'est pas sous-tendue par un sentiment réel. L'aspect moral du scrupule et le recours, là encore, au conditionnel permet à nouveau l'expression de l'amour sincère de Sylvia, amour paradoxal puisqu'avoué sous le masque de Lisette, ce dédoublement étant mis en scène par l'usage du pronom disjoint « moi » à la ligne 13. Cet aveu des sentiments, ligne 14, constitue bel et bien la troisième étape du marivaudage et s'oppose ainsi dans les faits et dans le discours à la raison de la ligne 15, la tirade s'achevant sur un paradoxe. Vous voyez bien que je vous les cache dans ce jeu d'interaction entre ce qui est montré et ce qui est dissimulé à l'image de Sylvia déguisée en Lisette. Je passe ainsi à ma troisième partie. Ce discours frontal contre l'amour de Dorante n'a qu'un seul effet, celui de renouveler l'amour. Ce renouveau se montrant d'une part par l'aspect lyrique de l'interjection, allié évidemment à l'exclamation, mais surtout au fait que l'appellatif Lisette s'enrichit d'un possessif, ma, et d'un adjectif cher qui viennent renforcer l'expression initiale. La métaphore du feu, qui est une métaphore traditionnelle dans l'expression de l'amour, vient ainsi s'inverser, puisque ce sont les paroles de Sylvia qui allument ce feu en Dorante, un feu qui réchauffe et non pas un feu qui détruit. Le lexique religieux se perpétue avec le retour du verbe adorer à la ligne 16, mais cette adoration se double à présent d'un respect qui marque l'évolution dans la perception de Dorante
Lui qui était un pur adorateur a pris ainsi du recul sur son amour, a introduit de la raison dans cet amour et a pris conscience de la dimension morale de son sentiment. Les amusements d'un homme de votre condition vont être absolument niés par l'énumération négative. Il n'est ni rang, ni naissance, ni fortune qui ne disparaissent devant une âme comme la tienne. Ainsi, Dorante, qui s'est révélé, est prêt à abdiquer son statut en faveur de son amour, ce qui va se manifester par le rejet de l'orgueil et le don de son cœur, ce qu'il lui avait déjà fait, mais aussi de sa main, c'est-à-dire une proposition de mariage qui devient une véritable preuve d'amour du fait de la disproportion de ce mariage, Dorante étant socialement supérieure à celle qu'il croit être Lisette. À quoi sert d'argumenter contre l'amour? Tout d'abord, nous avons vu que l'argumentation de Sylvia contre l'amour produit paradoxalement une exacerbation de l'amour de Dorante. Cela pourrait être techniquement critiquable, puisque relevant dans une certaine mesure d'une forme de harcèlement. Cependant, ce serait oublier de voir que cette argumentation est un moyen détourné pour elle d'avouer son propre amour, par le biais du conditionnel notamment, tout en évoquant ses craintes quant à l'amour des hommes en général, par le biais du futur à valeur de certitude. Le texte fonctionne ainsi, en quelque sorte, comme une prétérition. Sylvia dit ce qu'elle ne dit pas, ou ne dit pas ce qu'elle dit. Si elle argumente contre l'amour, c'est contre l'amour tel qu'il est considéré par les hommes, c'est-à-dire un moyen de manipuler les femmes. Et en proposant le point de vue des femmes abandonnées, elle souligne le rôle discutable des discours de rhétorique amoureuse. Par ailleurs, cette argumentation met en scène la potentielle disproportion de ce mariage et permet à Marivaux d'induire une critique sociale indirecte dans sa pièce. Cependant, l'argumentaire révélant ce qui est habituellement caché met en abîme de manière parfois explicite pour le spectateur le stratagème de Sylvia, qui à son tour séduit Dorante en se faisant passer pour qui elle n'est pas, la servante Lisette. Ce discours contre l'amour est donc doublement faux, dans son fond et dans sa forme, permettant paradoxalement d'évoquer le véritable amour qui unit les deux personnages. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de transposer l'interrogative direct, ligne 10-11, à l'indirect. L'interrogative est la suivante. Qui voulez-vous que mon cœur mette à votre place? Il s'agit bien d'une interrogative directe, comme le montre la présence d'un point d'interrogation. Le passage à l'indirect suppose la réintroduction d'une partie narrative qui permettra d'élucider le locuteur et le destinataire. En l'occurrence, c'est Sylvia qui parle à Dorante. La partie introductrice de discours indirect pourra donc être Sylvia demande à Dorante. Pour ce qui est de la transposition stricte, il va s'agir de passer première et deuxième personne à la troisième personne, ce qui donnera Sylvia demande à Dorante qui il veut que son cœur mette à sa place. Le problème dans ce cadre-là serait d'identifier précisément les référents de ces troisièmes personnes, ce qui pourrait être compliqué. Afin d'élucider ce problème, on pourrait complexifier un petit peu notre transposition de manière à la clarifier. Donc mon cœur pourrait être transposé en son propre cœur, puisque c'est Sylvia qui parle, et à sa place pourrait être transposé en à la place de lui ou à la place qu'il occupe, ce qui permettrait de bien montrer le référent masculin dont il est question.